Il existe une image romantique de la liberté financière qui circule partout autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans les livres à succès, dans les conversations de café. Cette image vous montre des gens qui ont réussi à échapper à la routine, qui travaillent depuis une plage paradisiaque, qui voyagent à volonté, qui n'ont plus à regarder le prix des choses avant de les acheter. Et à chaque fois que vous voyez cette image, une partie de vous rêve d'accéder à cette liberté, mais une autre partie, peut-être plus réaliste, vous dit que c'est impossible, que c'est réservé aux chanceux, aux héritiers, aux génies, ou à ceux qui ont pris des risques énormes que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Cette deuxième voix a partiellement raison sur un point. La liberté financière telle qu'elle est présentée dans les médias est souvent une illusion ou une exception. Mais elle a tort sur le fond. La véritable liberté financière existe. Elle n'est simplement pas ce qu'on vous vend. Ce n'est pas un état magique que vous atteignez du jour au lendemain. C'est le résultat prévisible d'un ensemble de décisions cohérentes répétées sur une longue période. La première chose à comprendre, c'est que la liberté financière n'est pas définie par un montant d'argent absolu. Ce n'est pas avoir 1 million d'euros sur un compte bancaire. Ce n'est pas gagner 10 000 euros par mois. La liberté financière, c'est le moment où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses sans que vous ayez besoin de travailler activement. Cette définition est simple mais fondamentale parce qu'elle déplace complètement la perspective. La question n'est plus « combien d'argent dois-je gagner ?», mais « quelle structure financière dois-je construire ?» Et cette structure repose sur 2 piliers. Réduire vos dépenses à un niveau raisonnable et stable et construire progressivement des sources de revenus passifs ou semi-passifs qui couvrent ces dépenses. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord augmenter considérablement leurs revenus avant de pouvoir envisager la liberté financière. C'est une erreur. Certes, avoir des revenus plus élevés facilite le processus, mais ce n'est pas le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est le taux d'épargne. Si vous gagnez 3 000 euros par mois et que vous en dépensez 2 800, vous épargnez 200 euros, soit environ 7% de vos revenus. À ce rythme, même en investissant intelligemment, il vous faudra des décennies pour atteindre la liberté financière. En revanche, si vous gagnez 3 000 euros et que vous en dépensez 1 500, vous épargnez 1 500 euros, soit 50% de vos revenus. À ce rythme, même avec des rendements modestes, vous pouvez atteindre la liberté financière en 15 à 20 ans. La différence n'est pas dans les revenus. Elle est dans le mode de vie et les priorités. Cette réalité en dérange beaucoup parce qu'elle retire l'excuse facile. Vous ne pouvez plus vous dire que vous n'avez pas assez d'argent pour commencer. La vérité, c'est que vous avez probablement assez d'argent, mais vous le dépensez pour des choses qui ne vous rapprochent pas de la liberté financière. Et c'est un choix que vous faites chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Le problème n'est pas que ce choix soit mauvais en soi. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils font ce choix. Ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, que leurs dépenses sont incompressibles, que c'est comme ça qu'on vit dans la société moderne. Mais c'est faux. Presque toutes vos dépenses sont optionnelles à différents degrés. Et chaque dépense que vous maintenez est une décision de prolonger votre dépendance au travail. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans la privation totale. Cela signifie que vous devez être conscient du coût réel de chaque dépense, non pas en euros, mais en temps de travail, nécessaire pour atteindre la liberté financière. Quand vous achetez une voiture à 40 000 euros au lieu de 10 000 euros, vous ne payez pas seulement 30 000 euros de plus. Vous repoussez votre liberté financière de plusieurs années. Quand vous louez un appartement à 1 500 euros au lieu de 1 000 euros, vous ne payez pas seulement 500 euros de plus par mois. Vous ajoutez des dizaines de milliers d'euros au capital nécessaire pour atteindre la liberté financière. Chaque décision de dépense est une décision sur le moment où vous pourrez arrêter de travailler par obligation. La deuxième composante essentielle de la liberté financière est la construction d'actifs qui génèrent des revenus. Un actif, dans ce contexte, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche sans que vous ayez besoin de travailler activement pour cela. Des investissements financiers qui distribuent des dividendes ou génèrent des intérêts, des biens immobiliers loués, une entreprise qui fonctionne sans que vous ayez besoin d'y être présent quotidiennement, des créations intellectuelles qui génèrent des royalties, des systèmes automatisés qui produisent de la valeur. La liste est longue, mais le principe est toujours le même. Vous investissez du temps, de l'énergie ou de l'argent une fois,
Et ensuite, cela continue à produire des revenus de manière récurrente. La construction de ces actifs est un processus lent et graduel. Vous ne créez pas un portefeuille d'investissement de 500 000 € en un an à partir de rien. Vous commencez par épargner quelques centaines d'euros par mois, puis vous investissez cet argent de manière intelligente et diversifiée. Ces investissements génèrent des rendements qui s'ajoutent à votre épargne mensuelle. L'année suivante, vous avez plus d'argent investi, donc plus de rendement. Et ainsi de suite. C'est l'effet des intérêts composés, souvent décrit comme la 8e merveille du monde. Mais il ne fonctionne que si vous êtes patient, discipliné et cohérent sur une longue période. Il n'y a pas de raccourci. Toute promesse de richesse rapide est soit une arnaque, soit une prise de risque extrême, qui a beaucoup plus de chances de vous ruiner que de vous enrichir. Un obstacle majeur sur ce chemin est l'impatience. Les gens veulent la liberté financière maintenant, pas dans 20 ans. Ils veulent voir des résultats immédiats. Et quand ils ne les voient pas, ils abandonnent. Ils se disent que ça ne marche pas, que c'est trop lent, que ce n'est pas pour eux. Mais la liberté financière n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les premières années sont les plus difficiles parce que les progrès sont presque invisibles. Vous épargnez et investissez, mais votre capital reste modeste. Les rendements sont faibles en valeur absolue. Vous avez l'impression de ne pas avancer, mais vous êtes en train de construire la base. Et plus cette base est solide, plus la croissance future sera rapide. Les 10 dernières années d'un parcours vers la liberté financière sont exponentiellement plus rapides que les 10 premières, grâce précisément aux intérêts composés qui s'accumulent sur une base de plus en plus importante. Un autre piège courant est l'illusion que la liberté financière nécessite des connaissances techniques complexes en finance. Beaucoup de gens n'osent même pas commencer parce qu'ils pensent ne pas en savoir assez. Ils ont peur de faire des erreurs, de perdre leur argent, de ne pas comprendre ce qu'ils font. Cette peur est compréhensible, mais elle est aussi une excuse pour ne rien faire. La vérité, c'est que les principes de base de l'investissement sont relativement simples et accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance pour investir de manière sensée. Vous avez besoin de comprendre quelques concepts fondamentaux: la diversification, l'horizon de temps, le rapport risque-rendement, les frais, l'inflation, et vous avez besoin de résister à la tentation de compliquer les choses. Les stratégies d'investissement les plus efficaces pour la plupart des gens sont aussi les plus simples. La discipline est probablement la qualité la plus importante sur ce chemin, parce que la liberté financière se construit mois après mois, année après année, dans des décisions qui prises individuellement semblent insignifiantes, mais qui accumulées transforment complètement votre vie. Épargner 500 € ce mois-ci ne change rien à votre situation. Ne pas les épargner non plus, mais épargner 500 € chaque mois pendant 20 ans et les investir intelligemment, cela change tout. Le problème, c'est que votre cerveau n'est pas câblé pour valoriser correctement ces petites actions répétées. Il veut des résultats immédiats et spectaculaires. Il s'ennuie avec la régularité et la patience. C'est pour cette raison que la discipline ne peut pas reposer uniquement sur la motivation. Elle doit reposer sur des systèmes automatiques qui font que les bonnes décisions se prennent sans que vous ayez à y penser. Par exemple, mettre en place un virement automatique le jour où vous recevez votre salaire, qui transfère immédiatement votre épargne mensuelle vers un compte d'investissement. De cette manière, vous n'avez pas à décider chaque mois si vous allez épargner ou non. La décision est prise une seule fois, puis elle s'exécute automatiquement. Ce type de système élimine la friction et la tentation. Vous ne voyez même pas cet argent dans votre compte courant, donc vous ne pouvez pas le dépenser impulsivement. Vous vivez avec ce qui reste après l'épargne, et progressivement, cela devient votre nouvelle normalité. Un aspect souvent négligé est l'importance de la résilience face aux inévitables revers. Sur un parcours de 20 ans vers la liberté financière, vous allez rencontrer des obstacles, des crises économiques qui font chuter la valeur de vos investissements, des dépenses imprévues qui vident votre épargne, des périodes de chômage ou de baisse de revenus, des tentations et des erreurs de jugement. Tout cela est normal et prévisible. La question n'est pas de savoir si ces obstacles vont se présenter, mais comment vous allez y réagir. Est-ce que vous allez abandonner votre plan au premier revers? Ou est-ce que vous allez ajuster, adapter, continuer? La différence entre ceux qui atteignent la liberté financière et ceux qui abandonnent en chemin n'est souvent pas dans leurs revenus ou leur intelligence, mais dans
leur capacité à persévérer malgré les difficultés. Il est également crucial de redéfinir ce que signifie réellement la liberté financière pour vous personnellement. La version vendue par les médias et les influenceurs est souvent une caricature matérialiste. Voitures de luxe, voyages constants, restaurants étoilés. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce que votre définition de la liberté financière serait plutôt la possibilité de choisir comment vous passez votre temps, sans être contraint par l'argent? La possibilité de refuser un travail qui ne vous convient pas? La possibilité de prendre une année sabbatique? La possibilité de consacrer du temps à votre famille ou à des projets qui vous tiennent à cœur? Plus votre définition est personnelle et authentique, plus vous serez motivé pour faire les sacrifices nécessaires parce que ces sacrifices auront du sens. Un autre élément fondamental est la différence entre la liberté financière complète et la flexibilité financière progressive. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir atteint la liberté financière totale pour commencer à en ressentir les bénéfices. Chaque euro épargné et investi augmente votre marge de manœuvre. Chaque mois d'épargne de précaution réduit votre anxiété face aux imprévus. Chaque investissement qui génère quelques euros de dividendes est un petit pas vers l'autonomie. Cette progression graduelle doit être reconnue et valorisée. Sinon, vous passez 20 ans à vous sentir frustré et privé, en attendant un moment futur où tout ira mieux. Mais si vous prenez conscience des améliorations progressives, le chemin lui-même devient satisfaisant. La comparaison sociale est un poison particulièrement dangereux sur ce parcours. Vous voyez autour de vous des gens qui consomment beaucoup plus que vous, qui ont de plus belles voitures, de plus grands appartements, qui partent en vacances plus souvent. Et vous vous demandez si votre stratégie a du sens. Vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de sacrifier les meilleures années de votre vie pour un objectif lointain et incertain. Cette tentation est réelle et puissante. Pour y résister, il faut avoir une vision claire de pourquoi vous faites ce que vous faites. Et il faut comprendre que la plupart des gens qui affichent un train de vie élevé ne construisent rien. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, parfois même plus grâce au crédit. Ils seront peut-être obligés de travailler jusqu'à 65 ou 70 ans, voire au-delà. Vous construisez la possibilité de choisir. Il faut aussi démystifier l'idée que la liberté financière signifie ne plus jamais travailler. Pour beaucoup de gens, le travail est une source de satisfaction, d'identité, de connexion sociale. La liberté financière ne vous oblige pas à arrêter de travailler. Elle vous donne simplement le choix. Vous pouvez continuer à travailler si cela a du sens pour vous, mais vous le faites parce que vous le voulez, pas parce que vous y êtes contraint pour payer vos factures. Cette distinction est fondamentale. Elle transforme complètement votre rapport au travail. Vous avez plus de pouvoir de négociation. Vous pouvez dire non aux projets ou aux conditions qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez explorer des opportunités moins lucratives mais plus intéressantes. Cette liberté de choix est la vraie valeur de la liberté financière. Un facteur souvent sous-estimé est le rôle de l'environnement et de l'entourage. Si vous êtes entouré de personnes qui dépensent impulsivement, qui ne planifient pas, qui se moquent de votre frugalité, il sera extrêmement difficile de maintenir le cap. À l'inverse, si vous pouvez vous connecter avec des personnes qui partagent vos objectifs financiers, qui comprennent les arbitrages que vous faites, qui peuvent échanger des conseils et des encouragements, le chemin devient beaucoup plus facile. Cette communauté n'a pas besoin d'être physique. Elle peut être virtuelle, à travers des forums, des groupes en ligne, des podcasts. L'important est de ne pas vous sentir seul et étrange dans votre démarche. La liberté financière nécessite également de développer une certaine philosophie de vie, une compréhension que le bonheur ne vient pas de la possession matérielle, mais de la qualité de vos expériences, de vos relations, de votre développement personnel. Cette compréhension n'est pas juste une belle idée abstraite. Elle a des implications pratiques concrètes. Si vous croyez vraiment que le bonheur vient de la consommation, vous ne pourrez jamais réduire suffisamment vos dépenses pour atteindre la liberté financière. Vous ressentirez chaque réduction de dépenses comme une privation douloureuse. En revanche, si vous comprenez que la plupart de ce que vous achetez n'augmente pas réellement votre bonheur, réduire vos dépenses devient non pas un sacrifice, mais une libération. Un autre aspect crucial est la nécessité d'augmenter progressivement vos compétences et votre valeur sur le marché du travail. Même si la liberté financière repose plus sur le contrôle des dépenses que sur l'augmentation des revenus, avoir des revenus plus élevés accélère considérablement le processus.
Et la meilleure manière d'augmenter vos revenus de manière durable n'est pas de changer d'emploi tous les 6 mois ou de demander des augmentations agressivement. C'est de développer des compétences rares et précieuses qui font que vous devenez indispensable et que les opportunités viennent naturellement à vous. Cet investissement en vous-même est probablement le plus rentable que vous puissiez faire, avec des rendements qui se comptent en dizaines de pourcents par an sur le long terme. Il est également important de comprendre les différentes phases du parcours vers la liberté financière. Au début, l'accent doit être mis sur l'augmentation du taux d'épargne et la constitution d'une épargne de précaution. Ensuite, sur l'apprentissage des bases de l'investissement et la construction progressive d'un portefeuille diversifié. Plus tard, sur l'optimisation fiscale et la maximisation des rendements. Et finalement, sur la transition vers la phase où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses. Chaque phase a ses propres défis et nécessite des compétences différentes. Vouloir tout faire en même temps au début est une erreur qui mène à la confusion et à la paralysie. Un piège particulièrement sournois est celui de l'inflation du mode de vie. Au fur et à mesure que vos revenus augmentent, la tentation est immense d'augmenter également vos dépenses. Vous vous dites que vous avez travaillé dur, que vous méritez de profiter un peu plus. Et effectivement, il est normal et sain d'améliorer votre qualité de vie quand vous en avez les moyens. Le problème, c'est quand cette amélioration absorbe intégralement ou presque l'augmentation de revenus. Parce qu'à ce moment-là, vous ne progressez pas vers la liberté financière. Vous tournez en rond, à un niveau de confort plus élevé, mais avec la même dépendance au travail. Une règle simple est d'épargner au minimum 50% de toute augmentation de revenus. De cette manière, vous améliorez votre confort tout en accélérant votre progression vers la liberté. La dimension psychologique de l'argent joue également un rôle majeur. Pour beaucoup de gens, l'argent est associé à la sécurité, au statut, à l'identité, au pouvoir. Épargner et investir plutôt que dépenser peut générer de l'anxiété parce que cela remet en question ces associations profondes. Travailler sur votre rapport émotionnel à l'argent est donc aussi important que de travailler sur les aspects techniques. Cela peut passer par de la lecture, de la réflexion personnelle, des discussions avec des personnes qui ont traversé ce chemin, voire de la thérapie si les blocages sont particulièrement profonds. Un élément souvent oublié est l'importance de mesurer régulièrement vos progrès, non pas de manière obsessionnelle quotidienne, mais peut-être une fois par trimestre ou une fois par an, prendre le temps de faire le bilan. Combien avez-vous épargné et investi cette année? Quelle est la valeur totale de vos actifs? Combien de revenus passifs génèrent-ils? Combien d'années de dépenses pourriez-vous couvrir si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui? Cette mesure a 2 fonctions. D'abord, elle vous montre que vous progressez effectivement, ce qui renforce votre motivation. Ensuite, elle vous permet d'ajuster votre stratégie si nécessaire. Peut-être que vous progressez plus vite que prévu et que vous pouvez vous permettre d'augmenter légèrement vos dépenses. Ou au contraire, peut-être que vous progressez plus lentement et que vous devez identifier où se trouvent les fuites. La liberté financière est aussi profondément liée à la notion de temps. Chaque euro que vous dépensez représente du temps de travail. Si vous gagnez 20 € de l'heure après impôt et que vous achetez quelque chose à 100 €, vous échangez 5 heures de votre vie contre cet objet. Est-ce que cet objet vaut vraiment 5 heures de votre temps? Cette manière de penser transforme complètement votre perception de la valeur. Vous commencez à voir chaque achat, non pas en termes monétaires abstraits, mais en termes de temps de vie. Et le temps de vie est la seule ressource que vous ne pouvez jamais récupérer. Enfin, il faut accepter que la liberté financière n'est pas une destination finale après laquelle tout sera parfait. C'est une transition vers une nouvelle phase de vie avec ses propres défis et questions. Qu'allez-vous faire de votre temps quand vous n'êtes plus obligé de travailler? Comment allez-vous maintenir un sens de purpose et d'utilité? Comment allez-vous structurer vos journées? Ces questions ne sont pas triviales. Beaucoup de gens qui atteignent la liberté financière découvrent qu'ils s'ennuient, qu'ils se sentent perdus, qu'ils manquent de structure. Anticipez cette transition et réfléchir dès maintenant à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, une fois libéré des contraintes financières, est une partie essentielle du processus. La liberté financière n'est donc pas un miracle réservé aux élus. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une loterie. C'est le résultat prévisible et presque mécanique d'un ensemble de décisions cohérentes maintenues sur une période suffisamment longue. Dépenser moins que vous ne gagnez. Investir la différence. Intelligemment. Être patient.
Être discipliné. Résister aux tentations et aux pressions sociales. Continuer même quand c'est difficile ou ennuyeux. Ces principes sont simples mais pas faciles. Ils demandent une transformation profonde de votre rapport à l'argent, à la consommation, au temps, au travail. Mais cette transformation est possible pour presque tout le monde. La question n'est pas de savoir si vous pouvez atteindre la liberté financière. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour l'atteindre.